Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est avec beaucoup d'émotion que nous vous accueillons ce soir dans l'auditorium Théo Angelopoulos de l'Institut français de Grèce pour cette soirée en hommage à la grande éditrice que fut Mania Karaïtidi. C'est Catherine Vélissaris, à qui viennent d'être remis les insignes d'officier dans l'ordre des arts et des lettres ce soir, qui a pris l'initiative de cette manifestation, ainsi que la publication que vous avez pu trouver sur les fauteuils, cette publication pour Mania, qui est un magnifique petit album édité chez Estia. Je voudrais remercier naturellement les éditions Estia et Eva Karaïtidi, ainsi que toutes les personnalités du monde universitaire, des lettres et de la culture qui ont répondu à l'appel de Catherine Vélissaris et qui, pour certaines, ont fait un voyage de loin. Comme introduction et à l'invitation de Catherine, je vais, moi qui n'ai pas vraiment connu Mania, vous faire part de mon texte qui est comme une évocation de l'absente toujours présente. Kyria Mania, si j'ose aujourd'hui m'adresser ainsi à vous, et sans doute parce que vous avez été la première grecque que l'on me présenta. Je n'étais pas encore en poste alors, mais simplement venu trouver un logement en prévision de mon installation à Athènes. Je me souviens précisément de la date, le 5 juillet 2011, et du lieu, la cour de l'Institut français. Médiatrice de cette rencontre, Catherine Vélissaris. Je te présente Marina Karaïtidis, éditrice de Estia, le Gallimard grec, m'annonça-t-elle tout de go. Je me souviens avec précision, encore aujourd'hui, votre maintien assuré, votre français vif et précis, votre regard si pétillant de malice et d'intelligence. Cette rencontre, hélas, ne fut pas renouvelée. À mon grand regret, les circonstances ne l'ont pas permis. Et pourtant, il ne se passait guère de temps sans que l'on me parle de vous, proches, amis ou collaborateurs. Tous avaient un souvenir à raconter, une histoire à partager. J'ai eu l'impression, trompeuse sûrement, mais ô combien tenace, que nous avions échangé plus que les quelques mots de notre rencontre. Pourquoi pas en effet, puisque en vertu de la règle qui veut qu'on ne puisse imaginer que ce qui est absent, je me plais à vous représenter tel que vous apparaissez sur l'une de vos dernières photographies prises, bien sûr, assise derrière ce fameux bureau de la rue Solonos, celui-là même qui a acquis, au fil des ans, une dimension mythique. Vous êtes appuyé sur un coude, la main cache à moitié votre visage, pose qui rend votre sourire plus éclatant encore. Sur le bureau s'amoncellent, en un fatras invraisemblable et coloré, livres, journaux, documents et objets divers. Sur le mur, on remarque cette carte sans foi décrite de la Grande Grèce, mais surtout, suspendus, comme accrochés tout autour, les objets les plus divers, une sorte d'inventaire émouvant et facétieux. À gauche, un Karaïosis côtoie une icône, figurine de l'ombre approchant la lumière. Puis, de l'autre côté, une gorgona surmonte une poupée de terre cuite aux jambes articulées. Et puis d'autres statuettes, des cadres, des fleurs en céramique, que sais-je encore. Tous ces objets me parlent de vous et me parlent de la Grèce, de votre Grèce, celle que j'aurais tant aimé que vous me fassiez connaître, telle Estia, accueillante et généreuse à la fois, comme tous ceux qui vous ont connu s'accordent à le dire. Kyria Mania, m'auriez-vous fait l'amitié de me la raconter? Je me plais à le croire, nos bureaux étaient si proches, rue Sina et rue Solonos ne sont-elles pas voisines? Je vous assure qu'elles résonnent de votre voix, tant vous avez longé l'une et l'autre. Aussi bien, désormais, je veux lutter contre les regrets pour me tourner vers l'œuvre léguée. En effet, Kyria Mania, si je ne peux poursuivre un dialogue réel avec vous, j'ose dire ceci. Les traces que vous avez déposées en ce monde parlent pour vous et ne cesseront de faire entendre l'écho de votre âme éditoriale. Les nombreux ouvrages passionnément choisis, défendus, publiés et promus disent la force de vos convictions et la puissance de votre voix. Je veux dire votre fidélité aussi. Vous aviez reçu en héritage la maison d'édition que vos grands-parents avaient créée. De retour de vos années françaises, qui avaient noué pour toujours les liens étroits que vous entretiendrez avec notre pays, vous décidez d'entrer dans la carrière éditoriale en ne cessant de créer du neuf. Car vous retenez de la France l'ouverture vers les autres cultures, le cosmopolitisme.
Et si vous vous plaisez à publier de nombreux auteurs français, vous ouvrez votre catalogue à d'autres voies poétiques. N'êtes-vous vous-même pas un peu poète, c'est-à-dire, selon le sens même du verbe grec poien, d'où il tire son origine, celui qui fait, qui fabrique, qui crée, en somme? Alors, je vous dédie, si vous me le permettez, ces mots de René Char. Un poète doit laisser des traces de son passage, non des preuves. Seules les traces font rêver. Votre fille, Eva, prolonge votre œuvre, nous l'en remercions. Comme je vous remercie aujourd'hui de nous avoir laissé en héritage, dans tous vos livres, tant de rêves à venir. Asne la fritocoma pusasas skepasi. Merci. Olivier Descottes, je vous remercie, nous vous remercions. Vous avez écrit une lettre très émouvante. Vous n'avez pas eu le temps de connaître Mania Karaitidis. À peine l'avez-vous entrevue, comme vous avez dit, et pourtant parce que vous avez tant entendu parler d'elle depuis votre arrivée, vous avez voulu témoigner. J'aime l'idée que ce soit vous, ce soir, qui le premier commenciez à témoigner, car au-delà de ceux qui ont eu la chance et le bonheur de connaître Mania Karaitidis, Kyria Mania, comme beaucoup d'entre nous, nous l'appelions affectueusement et avec un respect infini, il y a les traces qu'elle a laissées. Vous le dites, je vous relis même, Olivier Descottes, je veux lutter contre les regrets pour me tourner vers l'œuvre léguée, Et son œuvre est grande. Non, Mania n'est pas partie et surtout pas ce soir. Eva, Yanis, Marina, Léonidas, sa famille, ses amis, pour certains venus de très loin, comme nous verrons, à vous tous ici présents, bonsoir et merci d'être venus rendre hommage à Mania Karaitidis. Je voudrais profiter avant que nous commencions, parce que justement nous commençons, dans ce beau lieu qu'est l'Institut et que Mania a fréquenté et aimé, pour vous remercier, Olivier Descottes, remercier l'Institut et tous vos collaborateurs pour leur aide précieuse, tout comme je remercie bien sûr Eva Karaitidis, les éditions Estia, ses collaborateurs pour la préparation de cet hommage qui restera un moment chéri. Cher Olivier Descottes, Eva Karaitidis m'a demandé également de vous remercier en son nom, celui de son frère Yanis, des petits-enfants de Mania, Marina et Léonidas, de vous remercier du fond du cœur. Σημαντικό, ότι δηλαδή είναι ζωντανό βιβλιοπωλείο. Ναι, είναι. Και το γραφείο μου εκεί που έχω και μια πολυθρόνα που ονομάστηκε πολυθρόνα των ακαδημαϊκών, γιατί ποιος κάθεται εκεί λέει γίνεται ακαδημαϊκός. Είναι κολλητική ασθένεια. Εκεί δεν έρχονται μόνο δικοί μας συγγραφείς, έρχονται και πάρα πολλοί φίλοι συγγραφείς άλλων εκδοτικών οίκων, οι οποίοι μεταξύ τους δεν συμφωνούν πάντα, τσακώνονται, διαφωνούν. Έχω παραστεί εκεί σε σκηνές απείρου κάλους που έχω σηκωθεί και έχω φύγει να τους αφήσω να τσακώνονται μόνοι. Και αυτό μου φαίνεται ότι είναι μια πολύ μεγάλη ζωντάνια στον χώρο. Ναι. C'est évidemment avec beaucoup d'émotion que nous venons de revoir Mania Karaitidis, pour qui nous avons tenu à être là ce soir, afin de lui rendre hommage, non pas pour organiser quelque chose de tiriste, elle aurait détesté, elle nous aurait même très certainement envoyé balader, mais pour lui dire combien elle a compté pour les lettres grecques, le monde de l'édition et pour nous. Mania nous a quittés il y a exactement un an, presque jour pour jour, le 1er juin dernier. Toute la presse s'était faite le relais de notre émotion. Très bien d'ailleurs. Le plus souvent sous des plumes émouvantes. Certaines de ces plumes sont dans la salle ce soir. Et avait salué dans une belle unanimité
autant sa personnalité que son œuvre d'éditrice à la tête de la prestigieuse maison d'édition Hestia pendant plus de 40 ans. Magna était une femme solaire, extravertie pour l'extérieur, mais également une femme extrêmement pudique pour elle, voire secrète. La plupart d'entre nous, d'ailleurs, nous ne l'avons connue que sur le tard, quand elle était déjà éditrice. Or, Magna n'a pris les rênes de la maison d'édition, de la maison familiale, qu'en 1972, à 44 ans. Ce qui veut dire qu'elle a eu d'autres vies. Alors, avec sa fille Eva, nous avons eu envie de demander à deux personnalités proches, Nikos Karapidakis et Nikos Alivizatos, de nous aider à tirer le fil de sa vie, de ses vies. Nikos Karapidakis, vous êtes historien, professeur à l'université ionienne, directeur des archives nationales, directeur également de la revue Hestia du même nom, né à Hestia, des éditions du même nom. Nous vous avons choisi, en quelque sorte, avec Eva, pour parler de Magna, parce que nous savions que vous sauriez en parler, et qui plus est, la restituer dans la grande histoire, car il faut bien reconnaître qu'avec son départ, nous sommes nombreux à ressentir qu'une page de la Grèce s'est tournée. Professeur Karapidakis, vous avez la parole. Merci, madame. Merci, Catherine. Merci de l'invitation. Συνοψίζοντας την κύρια ιδέα που εξέπεμπε η Μάνια, αν αυτό το εγχείρημα είναι δυνατόν και αν μας επιτρέπεται να συνοψίζουμε μια προσωπικότητα, θα τολμούσαμε να υποστηρίξουμε ότι αυτή η ιδέα ήταν η χαρά της συζήτησης. Τη χαρά αυτή τη μοιραζόταν με όλους, γνωστούς και λιγότερο γνωστούς, με τους περαστικούς όσο και με τους παλιούς γνώριμους. Όσοι έκαναν τον κόπο να παρατηρήσουν πιο προσεκτικά αυτήν την πηγαία χαρά, έβλεπαν προς πρόκειτο για μια ολοκληρωμένη τέχνη με μεγάλο βάθος, που στόχευε στην ικανοποίηση του συνομιλητή, ανιχνεύοντας τις προτιμήσεις του, που διέθετε ένα μεγάλο αριθμό θεμάτων εγχώριου, ευρωπαϊκού και παγκόσμιου ενδιαφέροντος, και που τέλος είχε ως προνομιακό πεδίο τη λογοτεχνία, η οποία για τη γενιά της Μάνιας τουλάχιστον ήταν το θέμα που ήφαινε τον έντιμο άνθρωπο, επιτρέποντάς του να επικοινωνεί ανεξαρτήτως εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής. Όλα αυτά τα στοιχεία παραπέμπουν σε ένα παλαιότερο πολιτισμό που σήμερα μοιάζει ξεθοριασμένος, καθώς η χαρά της συζήτησης και η απόλαυση που απέρεε από αυτήν έχει αντικατασταθεί από την ανάγκη της πειθούς και της κατίσχυσης μεταξύ άλλων συνομιλητών μέσω δομημένων επιχειρημάτων. Και όταν ακόμα η συζήτηση δεν προσπαθεί να πείσει, κινείται μέσα στο ανούσιο και το εφήμερο των ειδήσεων ή των πληροφοριών, μέσα στην ευρικότητα της επικαιρότητας ή της μόδας. Η Μάνια νίκε, όπως και άλλοι και άλλες της γενιάς της, σε αυτόν τον παλαιότερο πολιτισμό που καταγόταν από την Ευρώπη του 17ου αιώνα. Θα θέλαμε εδώ να τον παρακολουθήσουμε μέσα από την προσωπική της ιστορία, όχι μόνο για να αποδώσουμε μια τιμή, αλλά και να αναλογιστούμε τι οφείλουμε σήμερα σε αυτούς τους ανθρώπους, σήμερα που, όπου και να το δούμε, αισθανόμαστε μια στέρηση βεβαιοτήτων. Η Μάνια δεν προερχόταν από το μεγάλο πλούτο ή τις μεγάλες περιουσίες που γνώρισε τον ελληνικό κράτος. Η παιδεία της όμως, ίσως εξαιτίας της διάχυσης των συμπεριφορών από τις ανώτερες τάξεις προς τις κατώτερες, ήταν εξομοιωμένη με την παιδεία των ανωτέρων τάξεων και πιο συγκεκριμένα με την παιδεία που προοριζόταν για τις δεσποινίδες και τις κυρίες αυτών των τάξεων. Με δύο λόγια, οι μορφωμένες κυρίες των ανώτερων τάξεων της εποχής της
χαρακτηρίζονταν από τη γλωσσομάθειά τους και κυρίως από τις γενικές τους γνώσεις, που αντιθέτως προς τη σχολική παιδεία της εποχής ήταν απαλλαγμένες από το σχολαστικισμό, το μεγάλο χαρακτηριστικό της ελληνικής εκπαίδευσης. Οι γνώσεις που ήταν απαραίτητες για την παιδεία τους ήταν περισσότερο εκείνες που τους επέτρεπαν να παρακολουθούν τις εξελίξεις στον κόσμο και να μπορούν να συζητούν για αυτές, παρά οι γνώσεις που θα επέτρεπαν την ένταξή τους στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Αυτήν την αποστασιοποίησή τους από την επίσημη σχολαστική μάλιστα παιδεία θα τη διακρίνουμε και στις γλωσσικές επιλογές τους, που δεν ήταν ποτέ η καθαρεύουσα, αλλά η δημοτική γλώσσα, χωρίς βέβαια υπερβολές, αφού μας είναι αδιανόητο να φανταστούμε τη Μάνια Καραϊτίδη, την Πινελόπη Δέλτα ή τη Μαρία Σπιώτη να μιλούν ή να γράφουν τη μαλλιαρή δημοτική. Η συνεκτική ουσία της γλωσσικής παιδείας τους ήταν η αγάπη της ανάγνωσης, που βασιζόταν κυρίως στους ξένους κλασικούς, των οποίων τα έργα υποβοηθούσαν και την προσωπική τους τελειοποίηση στις ξένες γλώσσες. Η ελληνική λογοτεχνία, αλλά και η κλασική φιλολογία, φαίνεται πως είχε δευτερεύουσα θέση στη μόρφωσή τους και πάντως ακολουθούσε την προηγούμενη ανάγνωση των ξένων κλασικών και ιδίως του ξένου μυθιστορήματος. Δεν τις φανταζόμαστε καθόλου να μπορούν να απαγγέλουν αποσπάσματα από τον Λουκιανό, αλλά η εξοικείωσή τους με τις πιο λεπτές ψυχολογικές αποκρόσεις του Σταντάλ ή του Μοπασάν θα ξάφνιαζε ακόμα και τον ειδικό, όπως θα ξάφνιαζε και η καθαρότητα της απαγγελίας τους ποιμάτων της γαλλικής ή βέβαια της αγγλικής ποίησης. Ανάλογες νομίζω ήταν και οι γνώσεις τους της ιστορίας. Εξοικειωμένες όπως ήσαν με την ευρωπαϊκή λογοτεχνία, δεν είχαν ιδιαίτερη δυσκολία να παρακολουθήσουν τις βασιλικές γενεαλογίες της αγγλικής ή της γαλλικής ιστορίας, τις πολιτικές διακυμάνσεις της Γαλλίας της επαναστατικής ή της μεταναπολεόντιας περίοδου, τις κοινωνικές εντάσεις της Γαλλικής Επανάστασης, αλλά και του Μεσοπολέμου. Στοιχεία όλα αυτά που τις έκαναν Ευρωπαίες ως προς την παιδεία τους και πάντως τις έφεραν σε προνομιακή θέση επικοινωνίας με την εν γέννη ευρωπαϊκή παιδεία. Δεν είναι βέβαια τυχαία η έλξη που ασκούσε η Μάνια στους ξένους φίλους της, αφού έβρισκαν στην παιδεία της ότι μπορούσε να τους συνδέσει και με τις δικές τους αναπαραστάσεις. Επιμείναμε στην ευρωπαϊκή εξοικείωση της Μάνιας και άλλων γυναικών με παρόμοια παιδεία, κινδυνεύοντας να δώσουμε την εντύπωση ότι επρόκειτο για κυρίες αφελινισμένες. Τίποτα δεν θα ήταν ανακριβέστερο. Η Μάνια, συγκεκριμένα, προερχόταν από εκείνη την κοινωνική τάξη που συνέστησε την νεοελληνική ταυτότητα της εποχής της. Οι οικογένειές της ανήκαν στους δυναμικούς επαρχιώτες του 19ου αιώνα, που βρήκαν ή δημιούργησαν πολλές ευκαιρίες στην αναπτυσσόμενη τότε πρωτεύουσα, δάσκαλοι και καθηγητές, αξιωματικοί, πολιτικοί, γιατροί, νομικοί, επιχειρηματίες, συγγραφείς και εκδότες πήραν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μέρος σε όλα τα κινήματα πολιτικά και στρατιωτικά που χαρακτηρίζουν την ελληνική ζωή όλο το πρώτο μισό του 20ου αιώνα και έζησαν όλες τις εθνικές επιτυχίες και αποτυχίες που διαμόρφωσαν αυτή την περίφημη νεοελληνική ταυτότητα του περασμένου αιώνα. Ταυτότητα, ας σημειωθεί, που ήταν στις βασικές της παραδοχές βαθύτατα ευρωπαϊκή και με τον τρόπο της πιστή στις ιδρυτικές θέσεις του νεοελληνικού κράτους και τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό του. Η Μάνια αποτελούσε στο μερίδιο που τους αναλογούσε τη σύνθεση αυτού του κόσμου, κρατώντας πάντα την αυτοπεποίθηση που τη διέκρινε, αφού τα μέλη του, τα μέλη αυτής της τάξης εννοώ, είχαν τη βαθιά πεποίθηση ότι ήταν οι κατασκευαστές της κοινωνίας τους και των οποίων πράγματι ο πολιτισμός αποτυπώθηκε παντού, στην οικονομία, την τέχνη, την αρχιτεκτονική, πριν αντικατασταθεί εντελώς ή σχεδόν
μετά τα χρόνια της μεταπολίτευσης με την άνοδο νέων τάξεων. Από αυτή την προνομιακή της θέση η Μάνια διατηρούσε την πηγαία της άνεση να επικοινωνεί, απαλλαγμένη από την ανάγκη της κατήσχησης. Όπως ήταν απαλλαγμένη από το άγχος της σχέσης των δύο φίλων, αφού γνώριζε ότι οι γυναίκες της τάξης της είχαν ούτως ή άλλως μια ξεχωριστή θέση τόσο στις οικογένειές τους όσο και στην κοινωνία τους. Μπορούσε να ακούσει τις ιδέες άλλων και να τις σχολιάσει μόνο με χιούμορ, αλλά ποτέ με απαξίωση, δείγμα ενός πολιτισμού που εδώ και καιρό έχει εκλείψει ή τείνει να εκλείψει. Κοντολογής, ένας πολιτισμός επικοινωνίας που ήξερε να μοιράζεται, να ακούει και να ανακαλύπτει χωρίς να εντυπωσιάζεται εύκολα, αφού στηριζόταν σε μια πολιτιστική επάρκεια και ιδίως χωρίς το φόβο του ξένου. Ένας πολιτισμός χαρούμενης γνώσης που μπορούσε να αμφισβητήσει ακόμα και τον εαυτό του. Ένα παιχνίδι που η Μάνια αρέσκονταν να παίζει συχνά. Αξίζει να συγκρίνουμε την έλλειψη χιούμορ που χαρακτηρίζει τους σημερινούς δημόσιους ομιλητές, την ποιότητα της γλώσσας τους με τη χάρη που είχε κατακτηθεί από τους ανθρώπους της γενιάς της Μάνιας για να συνειδητοποιήσουμε το χάσμα ή χειρότερα την απώλεια πολιτισμού που έχει επέλθει, ή έστω για να διαπιστώσουμε ότι σήμερα βρισκόμαστε στην αναζήτηση ενός νέου πολιτισμού που δεν έχει ακόμα βρει τη δικαίωση. Σας ευχαριστώ. Remarquable, absolument remarquable analyse qui donne bien des clés de la personnalité de Mania. Nous aurons sans doute plus tard des questions. Pour l'instant, donnant la parole au professeur Nikos Alivizatos. Nikos Alivizatos, votre amitié avec Mania Karaitidis remonte à plus loin encore. C'est même une histoire familiale. Votre maman, qui a aujourd'hui le bel âge de 103 ans, était son amie, avait travaillé avec elle. Votre maman a même vécu ce moment de passage quand la disparition du père de Mania va forcer le destin et mettre la femme de 44 ans en scène. Je vous laisse la parole, rappelant au préalable, du moins pour ceux de nos amis français qui ne vous connaîtraient pas encore, que vous êtes un éminent constitutionnaliste, professeur à la faculté de droit de l'Université d'Athènes, et que vous êtes tombé dans la marmite de la littérature très jeune, puisque vous êtes le neveu du grand écrivain Yorgos Theodokas. Nikos Alivizatos, vous avez la parole. Je vous remercie beaucoup, Catherine, et vous, Eva. Μετά τον εξαιρετικά πυκνό, λιτό και ακριβή, την εξαιρετικά λιτή, πυκνή και ακριβή ομιλία του κ. Καραπηδάκη, η δικιά μου είναι πιο προσωπική. Ανήκω στον όχι δά και τόσο στενό κύκλο των συνομιλητών της κυρίας Μάνιας Καραϊτίδου, της ύστερης περισσότερο περίοδου, στο μικρό γραφείο, στο πίσω μέρος του βιβλιοπωλείου της εστίας. Σε αυτούς δηλαδή που με τσίπουρο από ασυνήθιστα νωρίς σημειωτέων το πρωί και με ξηρούς καρπούς καλούνταν από τη μια να σχολιάσουν τα τεκτενόμενα στο πολιτικό προσκήνιο και παρασκήνιο και την καλλιτεχνική ζωή της Αθήνας και από την άλλη να τις μεταφέρουν ο καθένας στο κλίμα, τις τάσεις ή ακόμη καλύτερα τα νέα ρεύματα στο χώρο της δουλειάς του. Ποιος είναι σήμερα ο καλύτερος καθηγητής της νομικής, ρωτούσε. Τι πιθανότητες έχει να καταδικαστεί ο τάδε πολιτικός, γιατί δεν διώκεται ο Δίνα. Περισσότερο λοιπόν από το χιούμορ και την καλή διάθεση, και θα επιμείνω σε αυτό, η περιέργεια της κυρίας Μάνιας ήταν κατά τη γνώμη μου το στοιχείο εκείνο του χαρακτήρα της που την έκανε να ξεχωρίζει από τους ανθρώπους της γενιάς της. Γιατί αποκλίνοντας από την επικρατούσα νοοτροπία
των πνευματικών ανθρώπων μιας κάποιας ηλικίας στον τόπο μας, που νομίζουν ή έστω δείχνουν ότι τα ξέρουν όλα και τίποτα τελικά εμείς πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να τους εκπλήξει, η κυρία Μάνια με εφηβική, θα έλεγε κανείς, δίψα καταβρόχθιζε σκέψεις, πληροφορίες και ιδέες, τις περνούσε από ένα αυστηρό αλλά ταυτόχρονα και καθαρά προσωπικό κόσκινο και έβγαζε εν συνεχεία τα συμπεράσματά της πρωτότυπα και διεισδυτικά. Αυτό εγώ τουλάχιστον έχω συγκρατήσει από την όψιμη συναναστροφή μου μαζί της, όταν κατάλαβα ότι η αυστηρότητα που επιφανειακά τουλάχιστον απέπνε έκρυβε μια ασύγκριτη ζεστασιά, μια σπάνια καλοσύνη και προπαντός μια ειλικρινή έγνοια για τον αδύνατο. Μια φροντίδα που εμάς τους νεότερους, ειδικά μάλιστα όσους διατηνόμασταν ότι είμαστε τάχα πιο προοδευτικοί από την ίδια, μας εντυπωσίαζε. Υπό την προεδρία της λοιπόν, σε εισαγωγικά η λέξη προεδρία, σχηματιζόταν έτσι στο γραφείο της Οδού Σόλωνος μια συντροφιά εθνικής ενότητας που εντόπιζε τα προβλήματα και έβρισκε λύσεις εκεί που άλλοι, ιδίως στον χώρο της πολιτικής, εξακολουθούσαν να διαφωνούν φωνασκώντας. Θυμάμαι ακόμη το αυθόρμητο γέλιο της όταν μετά από αρκετές δοκιμασίες πολλών ωρών στο γραφιάκι της Οδού Σόλωνος, πήρα μια μέρα θάρρος και με προπέτεια την πείραξα, λέγοντάς της ότι είναι ο καλύτερος εκπρόσωπος της droite profonde, με την έννοια που οι Γάλλοι χρησιμοποιούν το επίθετο μιλώντας για France profonde. Νομίζω ότι το πείραγμα της άρεσε, γιατί τη διαφοροποιούσε από την κυρίαρχη νεοπλουτίστικη, θα έλεγα, νοοτροπία της παράταξης, στην οποία ισχυριζόταν ότι ανήκε φύση και θέση. Profonde, δεν μπορείς να είσαι φτηνιάρης. Από την άλλη, η τοποθέτησή της από μένα στη δεξιά μεριά του πολιτικού φάσματος νομίζω ότι την ενοχλούσε. Διότι ήθελε να βλέπει τον εαυτό της ανεπηρέαστο από ιδεολογίες και κόμματα, απαλλαγμένο από στερεότυπες κατηγοριοποιήσεις και έτοιμη να δεχθεί το ποιοτικά υψηλό από όπου και αν αυτό προερχόταν. Αυτή νομίζω ότι θα ήταν η παρακαταθήκη που θα μας άφηνε αν ζούσε ειδικά σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Des propos très justes. On a reconnu Mania dans tout ce que vous avez dit. Est-ce que l'un d'entre vous savait si Mania a hésité à prendre la tête de Hestia? Έχω ακούσει ότι δεν δίστασε. Νομίζω ότι το είδε σαν χρέος, όχι μόνο απέναντι στα παιδιά που πρέπει να ήταν πολύ μικρά ακόμα, αλλά απέναντι στην πατρίδα. Δηλαδή ένα τέτοιο κράμα δεν πρέπει να δίστασε. Est-ce que vous savez aussi pourquoi finalement son père ne lui a pas mis le pied à l'étrier, enfin ne l'a jamais impliqué dans la marche de la maison d'édition? Πάλι εγώ θα πω, ξέρω ότι είχε full time σχεδόν απασχόληση στη Χέν, στη βιβλιοθήκη της Χέν. Δηλαδή δεν πήγαινε, οι κυρίες ασχολιόντουσαν με charities των καλών οικογενειών, δεν μπαίναν στη δουλειά εκείνη τα χρόνια, έτσι δεν είναι? Δεν πρέπει, δεν νομίζω ότι ήταν η δουλειά των κυριών να μπλέκουν με τις κοτούρες της καθημερινότητας. Νομίζω. D'ailleurs, c'est là où elle travaillait avec votre maman. C'est ça. Elles étaient à la bibliothèque. Bibliothèque de Hen, rue Amériquis, voilà. Très bien. Je vous remercie. J'aimerais maintenant vous montrer quelques photos que m'a confiées donc Eva, sa fille. Elle parle d'elle-même, je ne ferai pas de commentaires, je vais me pousser pour vous les voyez.
Eva. Copier-coller. Ah, il en manque une. Les petits-enfants? Dans le bureau? Voilà. Nous en venons à la seconde partie de notre soirée. Je demanderai à Florence Noiville, Sabine Vespizer, Bernard Lageot, Jean-Pierre Armingaud, Jacques Bouchard de bien vouloir prendre place sur l'estrade. C'est Bernard Lageot qui monte les marches, suivi de Sabine Vespizer, Florence Noiville. Jean-Pierre Armingaud, Jacques Bouchard. Cette seconde partie est en fait le point de départ de cette idée d'hommage. Ce n'est pas un scoop pour personne si je dis que Magna avait un faible pour la France. Quand elle disait « vous, les Français », il s'agissait immanquablement d'une introduction qui nous excusait d'à peu près tout. Car quand elle aimait, Magna aimait. Un jour, elle m'avait dit d'ailleurs sans s'appesantir comme elle le faisait, que petite fille, elle avait été très malade et avait été obligée de rester plusieurs années en fait à la maison. C'est une institutrice qui venait lui donner des cours à la maison et qu'elle en avait profité pour dévorer tous les auteurs français de son époque. Alphonse Daudet, les lettres de Montmoulin, Alain Fournier, le Grand Maule et bien d'autres, bien sûr. Dans le texte, bien sûr. Elle parlait le français à la perfection. Et c'est sans doute pendant ces années que Magna s'est forgé à travers ses lectures un amour pour la France. C'est Magna qui ouvre en 1985 à l'occasion des 100 ans de la maison d'édition, Hestia, la littérature étrangère, et qui met tant d'auteurs français dans le catalogue, le Nobel Claude Simon, Michel Houellebecq, Pierre Michon, Madame de Lafayette, Proust, Céline, ou encore François Dolto et tant d'autres. Elle était en fait toujours attentive à ce qui se passait, se disait, s'écrivait en France, ce que devenaient ses amis français. Pas une fois, lorsque nous nous voyons, qu'elle ne demande des nouvelles de nos amis communs, français ou plus largement francophones, qu'elle ne voyait pas assez à son goût car partis au loin ou ils habitaient au loin. Eh bien, aujourd'hui, ce sont ses amis qui viennent lui dire leur amitié, le bonheur qu'ils ont eu un jour de croiser son chemin, tant ces conversations les réconciliaient avec le monde. La remercier aussi de les avoir initiés à l'hellénisme vivant, de leur avoir fait connaître son pays et sa littérature. Pour le dire, ils y ont écrit des lettres ou des textes que les éditions Hestia viennent de publier dans ce petit recueil que vous avez trouvé en arrivant. Et 6 d'entre eux, 6 sur les 9 qui ont écrit, sont aujourd'hui là. Je les remercie d'autant plus que nous ne pouvions les inviter et qu'ils ont quand même tenu à venir. Sabine Vespizer, je vais commencer par vous. Vous avez été professeur de lettres classiques, latin-grec, mais vous décidez très vite que l'enseignement n'est pas fait pour vous. Et vous vous lancez dans l'édition, d'abord chez Actes Sud, où j'ai eu le bonheur de collaborer avec vous à la collection grecque. Aujourd'hui, sous vos propres couleurs, la maison Sabine Vespizer, et vous êtes même un éditeur indépendant, ce qui est suffisamment rare en France aujourd'hui pour ne pas le signaler.
Vous éditez au rythme de 10 textes par an, recevant au passage au nom de vos auteurs de prestigieux prix littéraires, comme en 2014 le prix Féminin pour la haïtienne Yannick Lahens, et en 2015 le prix des libraires, et pas seulement pour la française Léonore de Régondo. Vous avez choisi, vous Sabine, dans votre texte de parler de l'éditrice. Un texte de respect et de reconnaissance. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous et Mania? C'est parce qu'elle défendait la cause des livres et vous aussi que vous vous êtes retrouvés dans cette exigence? Bonsoir. Il s'est passé ce qui se passe souvent dans l'édition, qui est un métier très intuitif. Dans l'édition, nous apprenons simplement à transmettre nos passions et à transmettre souvent nos intuitions. Grâce à Catherine Bellisaris, que je ne remercierai jamais assez pour cela, je me suis retrouvée un jour dans le bureau de Mania Karatili, que nous avons derrière nous, que Eva a reconstitué du reste dans sa belle librairie. J'ai eu beaucoup d'émotions à le revoir aujourd'hui, avec tous ces objets. J'ai rencontré cette dame qui m'impressionnait. Moi, j'étais très jeune, j'avais 25 ans. Je commençais dans le métier, j'étais l'assistante du Bernissen à l'époque chez les éditions Actes Sud. Et puis, Mania Karatili, avec cette chaleur qui la caractérisait, cette intuition aussi, m'a demandé d'où je sortais. Je lui ai répondu qu'avec mon patronyme, j'avais des origines alsaciennes. Elle m'a adoptée parce qu'elle m'a expliqué qu'avec son mari, elle avait un couple d'amis très chers alsaciens, et c'est parti comme ça. Et c'est parti comme ça, et je me suis rendu compte que quel que soit le statut d'un éditeur impressionnant, reconnu internationalement, parce que Mania Karatili, c'était ça aussi, c'était cette petite communauté d'éditeurs internationaux qui se rencontraient dans les foires du livre, à Francfort, à Londres, à Paris, et qui se communiquaient leur coup de cœur, qui parlaient de leur catalogue, etc. Ben, on pouvait avoir ce statut-là, tellement impressionnant, être une femme tellement immédiate et tellement chaleureuse. Et quand j'ai rencontré Mania pour la première fois, je me suis dit, ça doit être un très beau métier, l'édition, que je ne connaissais pas du tout encore. Et bien évidemment, la première chose que j'ai faite après avoir rencontré Mania, c'était de regarder le catalogue francophone. Catherine l'a évoqué. J'étais immédiatement impressionnée par la teneur de ce catalogue et par la tenue de ce catalogue international. Donc, a commencé une longue conversation qui a duré finalement une trentaine d'années, où petit à petit je me sentais adoubée par Mania, ce qui n'était pas rien. Ce n'était pas rien non plus qu'elle m'ait dit, qu'elle m'ait encouragée au moment où j'ai fondé ma propre maison d'édition. Et puis, la connaissant mieux, j'ai été frappée par la manière dont Mania incarnait l'édition avec éditeur. On a évoqué les temps qui changeaient, le monde qui changeait, le monde de l'édition change, et le monde de l'édition est un monde qui se concentre beaucoup, et où finalement les éditeurs, au sens anglais du terme éditeur, celui qui travaille sur le texte, sont de plus en plus rares et sont de plus en plus remplacés par des gens qui ne sont que des publishers, des patrons de maison, qui sont des gens qui s'occupent beaucoup de commercialisation, de marketing, et qui s'occupent de moins en moins de textes. Mania, elle, considérait qu'au cœur de son métier, il y avait le texte, il y avait l'écriture. Et c'est ça qui, chez moi, suscitait une telle admiration et un tel désir d'identification. Elle faisait partie de ces éditeurs-là, comme Hubert Nielsen du reste, comme quelques autres en France, qui étaient à la fois les deux, éditeurs et publishers, mais qui n'oubliaient jamais qu'à l'origine de leur maison, il y avait le texte. Et ça, c'est absolument fondamental. Et ça, c'est pour moi un modèle. J'ai répondu un peu longuement à votre question, peut-être. Non, c'est très bien. Vous dites même que vous avez créé votre maison d'édition sous sa bénédiction. Oui, parce que, je veux dire, au moment où, après avoir passé une quinzaine d'années aux éditions Actes Sud, j'ai commencé à penser à créer ma propre maison d'édition. Je prenais des conseils auprès des gens que je respectais. Et quand j'en ai parlé à Mania, elle m'a dit tout de suite, mais allez-y, faites-le, c'est formidable. Et voilà, et ça s'est fait comme ça. Et
parlait de texte. Et la dernière fois que j'ai vu Mania en 2012, elle était une lectrice absolument compulsive, on l'a dit, mais d'une finesse absolument incroyable. C'est-à-dire je crois qu'elle travaillait, je ne sais pas si Eva me contredirait ou pas, mais elle travaillait à l'oreille. Quand j'écoutais Mania parler d'un texte, je l'entendais parler d'un son. Je l'entendais rendre justice à un son, à une musique qu'elle avait envie de transmettre. Pour moi, c'est ça l'édition aussi. C'est faire passer un son et trouver les gens qui vont nous aider à amplifier le son. D'abord à créer le son, ce sont les libraires en général, quelques journalistes valeureux aussi, il y en a encore, on a une à cette table. Et puis il y a aussi la librairie qui est capable, voilà, de nous aider, nous autres éditeurs indépendants, vous l'avez dit Catherine, à faire passer nos coups de cœur, à faire passer nos enthousiasmes. Et grâce à eux, nous nous sentons moins seuls, mais au départ de tout cela, il y a un son qui est juste, il y a un son qui est cristallin. Et Mania, quand elle me parlait des livres de mon catalogue qu'elle lisait, que les éditions Estia du reste ont, pour certains, publié, je pense à Jean Materne, je pense à Catherine Mavrikakis, Mania ne me racontait pas une histoire, ne me parlait pas par syntagme figé, elle me parlait d'un son cristallin. Et ça, c'est très important. Vous vous êtes échangé même des titres. Vous avez fait des titres du catalogue d'Estia. Absolument. Je viens de publier un livre de Yanis Makridakis qui s'appelle La chute de Constantia, qui est un livre du catalogue Estia. Quelle image, en fait, vous gardez de la personnalité de Mania, vous, la grande amoureuse de la Grèce? Je garde l'idée de quelqu'un d'infiniment vivant. C'est-à-dire que j'adorais la mauvaise foi de Mania, j'adorais les colères de Mania, j'adorais la manière dont dont elle parlait des gens qu'elle n'aimait pas, des textes qu'elle n'aimait pas ou des textes qu'elle n'aimait plus. Et ça aussi, ça sonnait formidablement juste. C'est-à-dire que Mania était toujours dans la vie. Et moi, j'ai toujours, en effet, son rire dans mon oreille et ses emportements politiques, mais ses emportements littéraires aussi. C'est pourquoi l'enthousiasme de Mania était communicatif, parce que ce n'était pas quelqu'un de consensuel, et j'adorais ça. Parce que je ne suis pas quelqu'un de consensuel non plus, et quand Mania vous disait qu'elle aimait un texte, on pouvait y aller, mais les yeux fermés. Est-ce que vous pouvez nous lire le dernier paragraphe de votre texte? Bon, il fallait me prévenir, il faut que je sorte mes lunettes. Le temps a passé depuis mes 25 ans. Je savais tout ça. C'est une transmission. L'esprit de Mania veille certainement sur sa relève, sur mon amie Eva qui dirige la maison, et aussi sur Léonidas, son petit-fils, qui voici 2 ans me fit une éblouissante présentation des nouveautés Estia. Je sais que son regard bienveillant et ironique ne me quittera pas. Mania avait aussi le sens de la transmission. Il n'y a plus qu'à être à la hauteur de son exigence. Très beau. Est-ce qu'un éditeur pense à la transmission? Un éditeur pense à ses auteurs, il pense à la manière dont l'œuvre de ces auteurs va se déployer dans le temps. Donc oui, il pense à la transmission, bien sûr. Un éditeur est toujours extrêmement mégalomaniaque, c'est-à-dire un éditeur pense toujours que les textes qu'il choisit sont des textes extrêmement importants. C'est comme ça qu'il les défend, hein. Merci Sabine, vous réintervenez bien sûr quand vous voulez. Florence Noisville, vous êtes auteur d'une quinzaine d'ouvrages, dont une biographie du prix Nobel Isaac Singer, ce qui vous a valu en France en 2004 le prix de la biographie, et de 2 romans, dont l'un, La donation, est traduit en grec aux éditions Okeanida. Vous avez également publié des livres pour enfants, notamment La mythologie grecque et les héros grecs, tous 2 traduits aux éditions Pataki. Car vous aussi, vous êtes tombé enfant dans une marmite, celle de l'hellénisme. Vous êtes également, et j'aurais pu évidemment commencer par là, vous êtes journaliste au Monde, critique littéraire, directeur adjoint même du supplément livre de ce même journal, non? Non, bon, de littérature étrangère. De littérature étrangère.
Dans ce cadre d'ailleurs, pas un livre d'un auteur grec traduit en français qui vous échappe, et nous vous en sommes évidemment éminemment reconnaissants. J'aimerais que vous nous lisiez votre texte. Merci Catherine, je voudrais commencer par vous remercier, ainsi qu'Eva, bien sûr, de m'avoir associée à cette très belle évocation. Je suis très touchée. Catherine, vous parliez tout à l'heure de femmes solaires, et c'est justement comme ça que j'ai intitulé ce texte, que j'ai écrit un peu dans la spontanéité de la tristesse, quand vous m'avez fait part de son décès, et je l'ai appelé justement Lumière de Mania. Alors je sais qu'on la représente souvent comme ça, Mania, dans son bureau de la librairie Estia, rue Solon, assise devant une grande carte de la Grèce et des Balkans, ce petit bureau rouge qui est derrière moi, une sorte de saint des saints, où les hommes politiques, les intellectuels et tous les amateurs de livres venaient, autour de quelques biscuits et d'un verre d'ouzo, se réchauffer à son sourire et à sa conversation. Ce petit bureau rouge où, chaque jour, sous les mobiles qui s'asseyaient au vent, on venait boire, parler, réinventer le monde. Je sais qu'on la voit souvent comme ça, et pourtant, le premier souvenir que je garde d'elle, moi, ne se situe pas au Dos Solonos, mais sur une terrasse ensoleillée, un restaurant de poissons en plein air, au pied du Lycabette. Elle était arrivée avec Eva, et c'est là, en 1989, que j'ai fait sa connaissance. Ce détail de la terrasse ensoleillée a son importance. Quand je ferme les yeux, c'est cette clarté généreuse qui inonde ma mémoire. Comme si Mania et la lumière se confondaient. Car, bien sûr, elle n'a pas tardé à illuminer notre déjeuner. « Tu dois absolument la rencontrer », m'avait dit mon amie Catherine Vélissaris. Pas seulement parce qu'Estia est en quelque sorte le Gallimard grec. Tu dois la rencontrer parce que tu verras, tu ne le regretteras pas. Et comment aurais-je pu le regretter? J'étais à Athènes grâce à une bourse Onassis. Je préparais un livre sur la mythologie. J'en profitais aussi pour glaner des informations pour mon journal, Le Monde, en vue de la venue de la Grèce à la foire de Francfort. De quoi avions-nous parlé ce jour-là? Du marché du livre, des éditeurs grecs, du temple d'Aphaïa à Égine, du poisson dans notre assiette, de toutes les figures de la littérature qu'elle avait côtoyées dans sa vie, de Papadiamantis à Emmanuel Roïdis, de Georges Séferis à Salman Rushdie. Elle avait toujours mis l'anecdote en réserve. Comme l'histoire de cet auteur qui refusait catégoriquement de signer ses contrats le mardi. Il avait été jusqu'à renvoyer l'argent, s'amusait-elle. Parce que pour lui, le mardi était un jour néfaste, celui où Constantinople était tombé aux mains des Turcs. Je me souviens que nous avions parlé aussi de poésie. Les trois quarts des Grecs écrivent des poèmes, nous avons ça dans le sang, comme les Irlandais, m'avait-elle dit. Plus tard, je l'ai revue alors qu'elle rentrait de Mytilène, la patrie de Sappho et d'Odysséas et Lytis. Je lui ai rappelé cette conversation sur la poésie et elle a ri. C'est vrai, a-t-elle dit. À Mytilène, le moindre chauffeur de taxi parle de ses poètes comme s'ils étaient ses amis d'enfance. Elle s'exprimait dans un français stupéfiant, appris certes dans sa jeunesse, mais si ma mémoire est bonne, mais là je me demande si vraiment ma mémoire est bonne et si j'ai pas fait une erreur que personne n'a osé rectifier dans mon texte, sans qu'elle ait jamais mis les pieds à Paris, du moins à l'époque. Voilà. C'est à Thessalonique en 2011 que je l'ai vue pour la dernière fois, en compagnie d'Athanasios Valtinos. Avant cela, elle était venue dîner chez nous à Paris et m'avait apporté en cadeau un comboloï à perles d'argent. « Il te portera bonheur », m'avait-elle dit. Et j'avais pris ça très au sérieux. Depuis ce soir-là, le comboloï de Mania est dans ma table de nuit, tout près de moi. Il veille sur mon sommeil, et quand je l'en sors dans la journée, ces perles réfléchissent la lumière de Mania. Très beau. Florence Naville, vous appartenez à une longue lignée d'hellénistes, vous connaissiez bien la Grèce avant de rencontrer Mania, vous aviez fait plusieurs voyages en Grèce, et pourtant vous laissez entendre que Mania a été une magnifique initiatrice de cet hellénisme vivant.
Tout à fait. Et aussi, en venant, je me disais, mais quand même, des gens, dans mon métier de journaliste, j'en ai rencontré, interrogé, interviewé des centaines, maintenant. Et pourtant, Mania, je ne l'ai pas vue tant de fois que cela, mais immédiatement, elle m'aura frappée. Elle m'aura frappée parce que, bien sûr, elle faisait revivre un certain nombre de souvenirs et de choses concernant la Grèce qui m'étaient chères, mais aussi, je pense, plutôt humainement, finalement. C'était cette générosité dont on a parlé, quelqu'un a évoqué une culture de connaissances joyeuses, une curiosité insatiable. Donc cette espèce de générosité-là, que j'ai appelée lumière dans mon texte, mais tout ça c'est pareil, avec en même temps un art de tenir le cap, une espèce de fermeté. On voyait bien Sabine l'a dit, elle ne s'en laissait pas compter, elle savait où elle voulait aller. Et pour moi, voilà, si je fais la synthèse de ces deux choses-là, je vois une femme de cœur et une femme de tête. Et c'est finalement extrêmement rare de savoir conjuguer ces deux choses. Oui, ça, vous pouvez le dire. Dans votre texte, quand vous dites cette clarté généreuse qui inonde ma mémoire, comme si Mania et la lumière se confondaient, finalement vous diriez que cette lumière, c'est aussi celle de la Grèce? Oui, sans aucun doute. Mais j'ai envie quand même de revenir plus à la personne en me disant que, au fond, si elle m'a frappé tant que ça, c'était probablement moins la culture, le sens de l'entreprise, c'est tout ce qu'on a dit, mais c'était vraiment l'art d'allier ça. Parce que des gens intelligents, on en rencontre tous les jours. Mais des gens intelligents et lumineux, on n'en rencontre pas tous les jours. Et en définitive, c'est vraiment ça qui m'aura frappé et que je garderai et que j'emporterai, c'est cette espèce de défi qui nous est lancé maintenant, quand on l'a connu, quand on l'a apprécié, quand on l'a aimé. Ce que disait Sabine, allez, maintenant il faut, surtout quand on est une femme, être à la hauteur. Et finalement, Mania, elle était grecque, elle était citoyenne du monde, elle était, de ce que vous avez perçu, qu'est-ce que vous diriez? Oui, l'européenne. Alors ça, vraiment, une nostalgie infinie que moi je nourris pour ces européennes qui, voilà, c'est comme Nathalie Sarraute qui disait Virginia Woolf dans le texte et Tolstoï en russe et en anglais et en français. Alors ça, j'ai une admiration infinie pour ça, pas seulement du point de vue strict des langues, mais pour ce que ça véhicule d'ouverture, d'envie de cohésion, d'envie d'entrer dans la culture de l'autre. Et là, on retrouve complètement, je pense, des préoccupations qui sont les nôtres à tous, qu'on soit éditeur, auteur, traducteur, journaliste, c'est-à-dire l'envie d'échanger, de faire passer. Le professeur Karabidakis disait tout à l'heure que la génération de Mania était une génération qui savait dialoguer, ce qui est moins le cas aujourd'hui. C'est vrai que Mania, la porte à peine franchie, nous interpellait, lançait d'emblée une question qui appelait presque toujours l'ouverture d'un débat. Elle aimait aller à la rencontre des gens. Vous vous rappelez bien de ça? Ah oui, tout à fait. Et en fait, on dit souvent un bon livre, c'est un livre un livre plein de points d'interrogation, un livre qui pose des questions. Et vous venez de le dire, Mania, elle aussi posait des questions parce qu'elle était extrêmement avide de l'autre. Et de l'échange avec l'autre. Et en fait, voilà, ces gens qui posent des questions et qui n'assènent pas des certitudes, parce que, ça a été très bien dit tout à l'heure, ils sont eux-mêmes assis sur quelque chose d'extrêmement solide, à la fois un bagage culturel, mais aussi un bagage humain. Ça, je pense pas, pour moi, personnellement, ça reste un exemple. Vous parlez aussi de son bureau, vous le décrivez très bien. J'ai été frappée d'ailleurs à la lecture de vos textes que chacun d'entre vous fasse référence à ce bureau. Qu'avait ce bureau de si particulier, Jacques Bouchard, qui vous aussi, vous l'avez pas mal fréquenté? Mais avant, je vais vous présenter. Vous êtes un néo-helléniste,
québécois, professeur titulaire de littérature grecque moderne et directeur des études néo-helléniques à l'Université de Montréal. Vous êtes également traducteur de nombreux auteurs grecs, notamment des surréalistes, et en particulier d'Andreas Empirikos, dont vous êtes un des spécialistes, des grands spécialistes, de Zirana Zatelli, une personne que Mania aimait beaucoup et qui est là ce soir, Pavlos Matessis et tant d'autres. Alors Jacques Bouchard, qu'avait de si particulier ce bureau? D'abord, merci pour les bons mots. Moi, je dirais que ce qui m'a frappé chez elle, c'est que j'avais l'impression d'entrer dans un milieu clos. C'est-à-dire que c'était tout de suite une grande intimité. D'abord, elle me demandait « Posta pas ceci ?» et tout de suite des nouvelles, par exemple, de mes enfants. Elle se souvenait, et pourtant, on ne se voyait pas tous les jours. J'habite un peu loin. Mais on avait un certain nombre de points communs, c'est-à-dire d'intérêts. Et ce qui m'avait frappé et ce qui m'avait ému, un jour, elle me dit, tu sais, un tel, quelqu'un qui est venu dans mon bureau et qui a commencé par dire, vous savez, sur Bouchard, il me sait, Linas. Et là, elle m'a défendu. Elle a dit, non, il n'est pas. Tout simplement, elle critique la Grèce et les Grecs comme font les Grecs. Parce que lui, il a choisi la Grèce comme deuxième patrie. Et c'est comme ça que s'est créé entre nous une grande intimité. Elle connaissait presque tous mes secrets. J'entrais là un peu comme dans un confessionnal, mais là où tous les deux se confessaient. Parce qu'elle me disait, tu sais, à l'époque, j'ai fait telle chose, etc. C'était très, très intéressant. Et c'est une relation comme ça, très intime de secret de famille, que j'ai essayé de mettre dans le titre du texte que je vous ai donné, et qui est un peu énigmatique peut-être. Ah oui, tout à fait. Là, j'allais vous demander des explications, parce que vous laissez plus d'un perplexe. Alors, d'abord, j'avais donné un texte sans titre. Redire le titre? Oui, alors le titre, c'est Thea Mania. Alors, bien sûr, les philologues connaissent l'expression Thea Mania, qui se trouve dans Platon, c'est-à-dire divine folie. Et c'est vraiment ce qui la caractérisait, elle. Mais en même temps, c'est pour ça que j'ai insisté pour qu'on publie ce titre en capitale, en majuscule, parce que ça peut garder toute l'ambiguïté. Et en plus, comment dire, plusieurs significations dans quelques lettres. Parce que c'est en même temps Thea Mania, donc divine mania, mais aussi Thea Mania, ma tante Mania. Parce que vraiment, c'est comme ça que je me sentais quand j'arrivais chez Mania. On se tutoyait, bien sûr, depuis longtemps. On connaissait des gens que j'avais côtoyés quand je faisais mes études. Disons, des gens qui appartenaient à la génération des années 30. Et donc, c'était très, très agréable parce que j'avais l'impression que quand j'arrivais, elle me donnait une image à peu près complète, mais ponctuelle, de la situation, que ce soit politique, aussi de la littérature, qu'est-ce qui se passait en littérature, qu'est-ce qui allait être édité, etc. Et j'ai essayé de mettre ça dans mon texte, justement. Vous parliez en grec ou en français avec elle? En général, c'était en grec, avec de longues parenthèses en français. Et d'ailleurs, elle me posait beaucoup de questions sur le Québec, parce que pour elle, c'était un peu comme une vieille France qui était restée avant de la Révolution, quoi. Et donc, ça lui rappelait peut-être des auteurs. Et parfois, d'ailleurs, on parlait de mots, des mots qu'on emploie au Québec et qui ne sont plus employés en France, par exemple.
Par exemple, le mot safre, un enfant qui est safre. Et très souvent, j'ai demandé à des Français, ils ne savent plus ce que c'est que safre. Alors qu'au Québec, tout le monde connaît le mot safre. C'est glouton. Glouton. Par exemple, un enfant qui mange toutes les fraises tout seul, safre. Ou encore d'autres mots comme ça qu'on emploie au Québec. Et elle posait beaucoup de questions là-dessus, parce qu'elle connaissait très bien la littérature, et la littérature du XVIIIe siècle. Et beaucoup de ces mots sont restés toujours vivants. Par exemple, un enfant qui pleure, ma mère disait « ménage des transports ». Imaginez, ça sort de Racine ou à peu près. Alors, mais elle connaissait tellement bien la littérature française on passait comme ça d'une littérature à l'autre. C'était très agréable. On l'a vu dans le petit film, l'extrait qu'on a passé tout à l'heure. Magna parlait de son bureau comme d'un endroit très, très vivant où se rencontraient pas seulement ses écrivains, mais beaucoup de monde, en fait, de toute Athènes, des lettres, on l'a dit, de la politique, de la presse, avec ce fameux fauteuil des académiciens. Mais vous, Jacques Bouchard, vous allez encore plus loin, vous dites dans votre texte « Magna tenait un salon littéraire à sa manière ». Vraiment? Et en plus, là, il y a un mot qui a été sauté, c'est le mot diurne. Ce n'est pas un salon nocturne, mais c'est un salon diurne. Avec une ruelle, comme on disait à l'époque classique. Et en fait, il y a beaucoup de gens que j'ai connus dans son bureau, parce que c'était vraiment le lieu où tout écrivain voulait passer pour rencontrer Magna, qui était, comment dire, presque un juge assez perspicace de la littérature moderne. Avec vous, j'ai d'ailleurs intitulé mon texte le dernier salon littéraire d'Athènes. Et c'est vrai, il se pressait un monde fou dans ce minuscule bureau, je sais pas, il faisait 8 mètres carrés, 9, allez, pour visiter Magna. Alors c'était comme un rituel entre 11h et 15h. Et chose absolument extraordinaire, ce bureau était toujours ouvert. C'est difficile d'avoir un bureau toujours ouvert quand on travaille. On fait comment? Alors, vous vous rappelez, Jacques Bouchard, comment les choses se passaient quand vous passiez la porte, enfin il n'y en avait pas d'ailleurs, disons, vous rentriez dans son bureau, il y avait que 3 sièges. Hein. Oui, mais il y avait toujours de la place. Par exemple, combien de fois je vous ai rencontré, madame? Aussi, mais un habitué, c'était notre ami Mathessis, qui venait très souvent chez Magna. Aussi Yorgosopoulos et bien d'autres, des écrivains, beaucoup d'écrivains que j'ai connus dans son bureau. Et elle avait toujours un commentaire positif, c'est ça qui me frappait. Et c'était donc très agréable, et en même temps, je me sentais en famille avec elle. Voilà. La façon d'ailleurs dont Magna chassait les indésirables de son bureau était un bijou d'anthologie, avec une politesse absolument irréprochable. Elle savait éviter les intrus, leur dire qu'elle les verrait plus tard, un jour, peut-être. Et pour les autres, c'est exactement ce qu'a dit le professeur Bouchard. Elle les accueillait comme si elle n'attendait que les invités à s'asseoir, faisait les présentations, dirigeait la conversation avec un tact absolument parfait, afin que chacun ait son tour et son rôle. Elle savait vraiment ne jamais vexer les gens. Le temps nous est compté, on poserait bien d'autres questions, mais enfin bon, merci Jacques Bouchard. Et quand même une chose, personne n'a parlé de son chien Irfa.
En français, me voilà, car un jour ce chien était entré dans la librairie et n'en était plus jamais ressorti. Personne n'en parle? Non? Pourtant, vous vous rappelez, il était un terrible concurrent pour le fauteuil en cuir avachi, celui des académiciens, qu'il ne quittait qu'à regret, mais vraiment qu'à regret, en poussant d'énormes soupirs, quand le premier visiteur de la journée arrivait. Il était 11 h, il devait descendre. C'était un personnage. Bernard Lajauge arrive à vous. Vous vous présentez, je lis la biographie que vous trouvez dans le recueil, comme promeneur qui a vécu à Athènes de 1962 à 1988. Non, 1982 à 88, puis de 90 à 1994, et qui vit et travaille actuellement dans les collines normandes. Vous êtes peu bavard. Effectivement, je suis peu bavard. Et comment dire, la relation que j'ai pu avoir, les rencontres que j'ai pu avoir avec Magna ont toujours, et là je me fais l'impression d'être un peu le saltimbanque, chacun son rôle, ont toujours été étrangères et à son métier d'éditrice, et puis à mes vies de philosophe, de peintre, d'attaché culturel. Les enjeux entre nous étaient plus personnels, mais complètement futiles. On papotait, on parlait de ce qu'on avait fait, de la vie, de manger, de boire, voilà. Et ce qui m'a toujours paru singulier, c'est qu'on puisse, et qu'elle puisse, elle qui était quand même une dame d'importance, qui comptait, qui était connue, enfin moi j'étais qu'un contemporain de passage, c'est qu'on puisse comme ça s'intéresser à des gens qui se promènent et qui regardent en se promenant. Et voilà, et ça m'a beaucoup touché. Au point que parmi les deux dernières rencontres avec Magna sont lointaines, puisque je crois que pour moi, ça remonte à 2004. C'était pour le... Je ne sais pas si Eva se souvient, c'était pour cette grand-messe sur la francophonie qui s'était tenue, qui avait commencé au Megaron Musicis. Et puis après, il y avait des séries de conférences. Voilà. Et quelle ne fut pas ma surprise en entrant dans cette grande salle du Megaron Musicis. Magna était sur l'estrade, là, comme moi maintenant. C'était juste avant les débats, les rencontres. Et puis dans la foule, elle m'a aperçu, parmi les gens qui rentraient. Il me dit « Ah, Bernard, tu es là !» Voilà. Et nos rencontres, c'était vraiment sur ce mode-là qu'on papotait. C'était génial. Et l'autre... là, par contre, c'est un acte qui m'avait beaucoup... touché, c'est lorsque le lendemain, après la petite conférence ou l'allocution d'Eva, il a fallu que moi aussi j'intervienne. C'était sur un sujet sur l'art comme niche. Et évidemment, on imagine tout ce qui peut découler de ça. Et je m'étais bien permis de déraper. Et le dérapage que j'avais produit, apparemment, ne plaisait pas à tout le monde. Et dans l'assistance, il y avait Eva et Magna qui me regardaient. Et puis l'œil malicieux de Magna qui me disait « Allez, vas-y, vas-y, dérape, va plus loin, emmerde-les, vas-y. » Voilà, et c'était quelque chose de tout à fait étonnant. Quand je disais tout à l'heure que vous êtes quand même pas très bavard, c'est d'ailleurs à travers, non pas des mots, mais à travers une aquarelle que vous avez voulu rendre hommage à Magna. Nous l'avons derrière nous. Oui.
Elle est très belle et nous l'avons mise avec Eva dans l'édition. Elle sera désormais exposée dans la nouvelle librairie des éditions Estia, au-dessus, je crois, du bureau de Mania, si je me trompe. Enfin, je parle sous le contrôle d'Eva. Alors, vous avez mis une légende. J'aimerais que vous la lisiez et la commentiez. C'est un nouvel embarras. Je ne sais pas si tout le monde peut le lire. La légende est les hirondelles sont parties sans même laisser leur ombre. En l'occurrence, c'était, pour parler de Mania un peu, mais elle a laissé des ombres. Enfin, il faut que je vous explique quelque chose. Ce travail d'aquarelle, il y en a toute une série comme ça, une cinquantaine ou un peu plus, appelle pour moi, après l'image, un petit texte qui accompagne et qui n'est pas le commentaire de l'image, qui n'est pas la description de l'image, qui n'est pas la révélation d'un vrai sens, dont l'image ne serait que l'illustration, où le texte serait là pour nous aider à lire et à entrer dans l'image. C'est en décalage complet. Il m'est arrivé de, par exemple, sous une de ces images-là à l'aquarelle, d'écrire non, non. D'écrire hier je me suis arrêté de lire. Je sais pas, je cherche des expressions comme ça que j'ai pu employer. Et l'objectif dans ce travail-là est de produire à tort ou à raison, ou avec succès ou non, un choc entre l'image et le texte qui est censé dire autre chose, qui est décalé. Et là, je ne saurais pas dire après, je ne peux pas aller plus loin dans le commentaire parce que et voilà, c'est quelque chose qui m'échappe. Et quand j'ai choisi cette aquarelle-ci, c'était pour l'aquarelle elle-même, mais c'était aussi pour le texte, le pseudo-commentaire qui pouvait être dessous, enfin, et qui me semblait s'ajuster pas mal à la mémoire de Mania. Tout à fait, elle est très belle. Merci Bernard Lageot. Last but not least, je me tourne maintenant vers Jean-Pierre Armingaud. Vous êtes un concertiste de renom et faites une carrière internationale. Votre répertoire est très large et fort éclectique, de Bach à Boulez en passant par Satie, dont vous êtes un interprète privilégié. Vous avez été aussi directeur de plusieurs instituts français, dont celui d'Athènes de 1985 à 1988. Donc 7 instituts. C'est à vous, Jean-Pierre Armingaud, que je dois de m'avoir présenté le premier Mania. Je ne vous dois d'ailleurs pas que cela, je vous dois beaucoup. Je raconte dans mon texte comment, grâce à vous, s'est passée ma première rencontre avec Mania. Je vous lis un paragraphe. Ma première rencontre avec Mania date de septembre 86. Je la revois encore comme si c'était hier, montée la rue Sina où se trouve l'Institut français. Le directeur de l'Institut, le musicien Jean-Pierre Armingaud, lui avait parlé de son projet de fonder un service littéraire et un centre de traduction littéraire, le CTL, qui permettrait de créer un pont entre les littératures françaises et grecques, et il lui avait demandé si elle acceptait de me mettre le pied à l'étrier de la réalité littéraire grecque, puisque le service me serait confié. Tout Mania était dans cette montée de la rue Sina. Curieuse, enthousiaste, généreuse, il aurait pourtant été dans l'ordre normal des bienséances de m'inviter à la rencontrer dans son bureau. C'était mal connaître cet aristocrate anticonventionnel à milieu de ce genre de considération. Donc merci Jean-Pierre Armingaud.
Alors vous avez bien connu Magnin, vous commencez d'ailleurs votre texte en écrivant « Une grande dame s'en va ». Vous parlez de sa dignité, de son militantisme, de votre complicité. Vous dites « Elle nous a conquis par son mélange de fermeté, de lucidité et d'humour ». En savoir plus. Oui, Catherine, mais merci. Je suis aussi très heureux d'être là avec vous, de revoir cet institut dans lequel j'ai laissé beaucoup de sueur, de plaisir partagé. Voilà, il y a un certain nombre d'années. Beaucoup de choses ont été dites sur Magnin ce soir. Moi, j'ai noté qui vraiment la résume. Solaire, extravertie, chaleureuse, bonté, notamment une dimension qu'on ignore peut-être pour les plus faibles, enfin les plus faibles, un peu de colère aussi, parfois, n'est-ce pas, et ce sentiment des coups de gueule, de confession intime, quand on rentrait dans son antre, en quelque sorte, voilà. Moi, ce qui m'a frappé, si vous voulez, vous savez, quand vous arrivez dans un pays, vous avez quelques semaines pour vous faire adopter, pas beaucoup plus, pas beaucoup plus. Bon. Et elle donnait l'impression tout de suite de vous avoir adopté, alors on se disait tout va bien, etc. Nenni. Bon. C'est ce sentiment, vous voyez, de dignité, c'est-à-dire, elle en avait connu des conseillers culturels, elle avait connu des directeurs d'instituts, et puis des écrivains, des éditeurs, bien, des traducteurs, on avait connu. Bon. Et en même temps de militantisme, après toutes ces années de lutte, comme chef d'entreprise, comme passeur, en quelque sorte, de mots, c'est ça, c'est quelqu'un qui lance des mots à ses lecteurs, puis on reçoit le ballon, on ne reçoit pas, on laisse tomber, non. Bon. Eh bien, elle n'était aucunement aigrie, mais elle avait cette espèce de sens de responsabilité intérieure, vous voyez, des choses, vous voyez, et même des êtres. Par exemple, elle avait tout à fait le souci, puisque vous avez la gentillesse de rappeler les souvenirs de collaboration personnelle ici, elle avait le souci que ça soit intéressant pour vous, ce travail. Mais qu'est-ce que vous allez lui faire faire? Est-ce qu'elle ne va pas perdre son temps? Ça c'était Magnin. J'avais envie de lui dire, attendez, ça c'est notre problème. Non, puisque vous voulez que je la rencontre. Parlons-en. Et là, c'était à moi mais à m'expliquer. Vous voyez, dignité et de militantisme. Puis alors, derrière, il y avait vraiment trois mots, moi, que je mets peut-être en avant. Bon, d'abord, c'est la fermeté. Fermeté. Bon, je me souviens ici même, on faisait venir des écrivains, puis on avait fait venir un jeune écrivain. Alors évidemment, je ne vais pas dire son nom. Bon. Et Magnin, au premier rang, comme toujours. Après, je lui dis, alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça vous a intéressé? Alors, vous savez, on est jeunes, etc. Bon, je me suis dit, je vais en mettre une couche. Vous savez, c'est un jeune très prometteur, il a eu déjà un prix, puis, vous savez, puis alors là, je me suis lancé, j'ai dit, vous savez que même le président Mitterrand l'a lu dans l'avion. Ah. Oui, mais est-ce que c'est intéressant ce qu'il écrit? Voilà, ça c'était elle. Et là, il n'y avait rien à faire. Bon. Mais alors, je me suis dit, j'ai perdu un spectateur, un auditeur. Pas du tout. Elle était indéfectiblement là, avec cette passion de la littérature. Et d'ailleurs, en retenant toujours, il y avait toujours quelque chose qu'elle retenait dans ce qu'on lui avait dit. Et elle avait le souci de le prolonger, de l'accompagner. Bon, ça c'est la fermeté, la lucidité. Ah, je vous aime les Français, je vous aime les écrivains. Mais pourquoi vous ne parlez que de Sartre en France? Vous n'avez que le mot de Sartre
dans la bouche. Mais il y en a d'autres philosophes. Merleau-Ponty, Raymond Aron. C'était il y a 30 ans. Depuis, un soir, mon fils qui passait l'agrégation de philosophie me dit Papa, dis-moi, il y a un philosophe extraordinaire là, qui tombe au concours, c'est Merleau-Ponty, mais c'est beaucoup mieux que Sartre. Et toute sa génération a embrayé, si vous voulez, là-dessus. Moi, je buvais du petit lait, comme jeune étudiant, j'avais suivi les cours de Merleau-Ponty au Collège de France. Donc, mais depuis, la vague structuraliste avait emporté tout cela, n'est-ce pas? Et donc, Magna était, c'était ça qui était extraordinaire, c'est qu'elle en avait vécu des choses, des révolutions, des régimes politiques, des amitiés inattendues, des trahisons qu'on n'attendait pas, des gestions difficiles. Oui. Et malgré cela, elle n'était pas du tout revenue de tout. Elle avait une espèce de jeunesse d'esprit très grande que je résume dans ce dernier mot que vraiment, qui l'a caractérisé, c'est l'humour, mais vous en avez tous beaucoup parlé hein, ici. Et allant à un enterrement d'une personnalité grecque, moi-même et mon épouse avec Magna, et à la sortie, elle nous dit venez donc à la pâtisserie, on va prendre un gâteau, comme ça vous n'amènerez pas la mort chez vous. Voilà, très modestement, quelques souvenirs. Je ne suis pas le plus, bien sûr, habilité. Oui, mais vous n'allez pas en rester au mot. Ce sont des souvenirs qui restent profondément marqués. Finalement, 30 ans après, oui. Vous le savez, quelques mots dans un couloir, dans une salle d'attente. Parfois, ça vous marque pour une vie plus que de très longs compagnonnages. Parce que, je disais, vous n'allez pas seulement... Enfin, vous nous avez témoigné par votre texte, mais j'ai bouleversé l'ordre alphabétique, terminant par vous, Jean-Pierre Armingaud, donc par arabe. Oui, c'est que vous avez aussi souhaité, non, c'est pas normal, mais c'est qu'en fait, Spizer en premier, W, mais c'est qu'en fait, vous avez souhaité, pour notre plus grand bonheur, rendre aussi hommage à Magna en musique, en interprétant des morceaux inspirés par des auteurs que Magna a lus et sans doute aimés. J'aimerais que vous en parliez. Qu'est-ce que vous avez joué? Non, j'ai pensé, voilà, les mots sont toujours un peu piégés quelque part. Bon, et Magna terminait toujours nos conversations en disant « Ah, vous les musiciens », puis elle n'allait pas plus loin. Bon, moi je me suis dit peut-être que quelques notes, mais surtout pas d'un concert, rien du tout, c'est quelques notes de musique pour prolonger un peu notre souvenir. Vous savez, Proust disait le souvenir, c'est la présence reconstituée. Je ne le crois pas du tout. C'est la présence complétée, enrichie en fait par tous ces souvenirs que nous avons exprimés, mais que je pense presque chaque personne dans la salle pourrait faire, en tout cas l'a fait peut-être à son voisin, n'est-ce pas? Voilà, alors je propose quelques notes de musique. On va mettre 2 minutes pour le changement de décor. Je remercie tous nos amis qui étaient autour de la table. Pendant ce temps, je profiterai donc de ce changement pour vous dire que le recueil que vous avez reçu ce soir en cadeau des éditions Estia sera par la suite vendu et que les bénéfices seront reversés à SOS Village d'enfants dont Magna Karaïtidis appréciait et soutenait l'action. On peut aussi profiter peut-être à vous donner la parole si certains d'entre vous veulent poser une question pendant que les tables disparaissent. Est-ce que quelqu'un veut poser une question à l'un de
des intervenants, de nos amis? Est-ce que vous voulez profiter de ce moment? Voilà. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Βάντα Λεκτορίδου. Είμαι αρχιτέκτον, δούλευα στο Υπουργείο Πολιτισμού. Είμαι Αθηναία, έχω μεγαλώσει με τα μαγαζιά τα παλιά της Οδοσταδίου και μεταξύ αυτών βέβαια και της εστίας. Το μαγαζί που ήταν στην Στοά Νικολούδη, η οποία Στοά κάποια στιγμή γκρεμίστηκε η μισή, έγινε το κεντρικό της Τράπεζας Πίστεως. Εργαζόμουν στο τμήμα της προστασίας των διατηρητέων, εδώ στην οδό Ερμού, και κάποια στιγμή, όταν έγινε και η ιστορία των διαφόρων βανδαλισμών στο κέντρο της Αθήνας, η μισή Στοά που σωζόταν ανήκει στην Τράπεζα Πίστεως και σκέφτηκα ότι ήταν ένα δείγμα που έπρεπε να διαφυλαχθεί έστω και το μισό, να ξέρουμε την ιστορία ότι υπήρχε εκεί η παλιά εστία, και ο Κατράντζος τότε. Από εκεί παίρναμε τα βιβλία μας και τις στολές μας για το αρσάκιο ή το σχολείο. Λοιπόν, πήρε το θάρρος, την έκανα μόνη μας τη δουλειά τέλος πάντων και πήγα στην εστία. Ήτανε, όσοι θυμούνται την εστία και μάλλον την ξέρετε καλά, ήταν ένας κύριος μεγάλης ηλικίας, ιστορικό πρόσωπο της εστίας που λεγόταν κύριος Νίκος, ο οποίος ήξερε τα πάντα, όλα τα μυστικά, παλιές εκδόσεις, τα πάντα. Του μίλησα λοιπόν, λέω, ξέρετε αυτό και αυτό, λέει, θα ανεβείτε πάνω. Ανεβαίνω πάνω, ήταν η ίδια εκεί, τι θέλετε, της εξήγησα. Ευχαρίστως, κορίτσι μου. Μου έβγαλε φακέλους, ήταν πολύ συγκινητικό, ασπρόμαυρος, από το αρχείο βέβαια, του παλιού Κατράντζου, και ήταν οι φωτογραφίες, οι οποίες ήταν ακριβώς μετά την απελευθέρωση. Και έβλεπε κανείς πως ήταν οι άνθρωποι, δηλαδή σε ασπρόμαυρο. Μου λέει, θα τα πάρεις, αλλά με δικιά σου ευθύνη και αυτά, να βγάλεις αντίγραφα. Και έτσι αυτά τα αντίγραφα είναι στο φάκελο, πέρασαν πανψηφιδέα από το Συμβούλιο των Μνημείων και έχουμε αυτά τα στοιχεία της κυρίας Μάνιας μέσα σε αυτό το ντοσιέ του διατηρηταίου, που το μισό δεν λείπει πια, αλλά έχει ιστορικά στοιχεία από την εστία που δεν υπάρχει πια στην Οδοσταδίου. Αυτά. Η δικιά μου ανάμνηση από την κυρία Μάνια. Est-ce qu'il y a une autre question? Non, nous attendons tous Jean-Pierre Arnago. Voilà, vraiment quelques notes. Tout d'abord d'Éric Satie, car Mania avait le souci, vous savez, le conseil culturel qui arrive, il faut lui apprendre ce que c'est que la Grèce. Éric Satie a composé un morceau qui s'appelle Les Gnossiennes. Vous savez ce que c'est que les Gnossiennes? C'est le souvenir du palais de Knossos en Crète. Voilà, j'ai pensé que c'était ma façon de dire, ben voilà ce que je savais de la Grèce. Trois notes.
Il marche? Oui, tout va bien. Oui, voilà, pour finir, une deuxième un petit clin d'œil, si vous permettez. Bon, en faisant, nous sommes quand même dans une soirée littéraire de souvenirs, j'allais dire de Magna et de tous ses auteurs. Et donc, je viens d'enregistrer un disque de Francis Poulenc qui s'appelle Les animaux modèles, qui a été écrit sur les fables de La Fontaine. Je sais que Magna aimait énormément. Vous savez qui sont ces fables, ces paraboles en quelque sorte, tout à fait, qui restent une actualité absolument brûlante. Voilà, alors je voudrais vous en jouer un qui est un peu l'opposé de la pièce de Satie que je vous ai jouée, qui est tout en contemplation intérieure, hein, et d'après une fable de La Fontaine qui s'appelle Le lion amoureux. Mais là, c'est pas du tout les animaux qui se prennent pour des hommes. Ce sont des hommes qui se conduisent comme des animaux. Et je crois que dans le monde où nous vivons, avec toutes les tourmentes internationales et autres et intérieures que nous vivons, je pense qu'il n'est pas la peine d'insister davantage. Pour vous dire que tout cela a une grande actualité. Et vous savez, je n'ai pas le temps de vous lire la fable de La Fontaine, mais vous la connaissez, vous savez, c'est du temps que les animaux parlaient. Formidable, ça commence comme ça. Et en fait, c'est un lion qui rencontre une bergère, qui la trouve à son gré, n'est-ce pas, et qui la demande en mariage. Évidemment, le père de la bergère n'est pas ravi. Mais on lui sous-entend que s'il refuse, peut-être qu'il s'apprête à quelques rétorsions et quelques vengeances. Et donc il réfléchit, le père, et il a une idée. Il dit au lion, je te donne ma fille, mais écoute, je sais que tu l'aimes beaucoup, mais tu as vraiment des ongles et des griffes très dures. Dans tes baisers, tes caresses, elle n'en aura pas de plaisir, c'est ça ce que dit La Fontaine. Souffre qu'on te les coupe un petit peu. Et le lion, voilà, dans une espèce de naïveté violente en quelque sorte, accepte de se laisser couper les ongles. Une fois les ongles coupés, les chasseurs arrivent et évidemment le lion est tué immédiatement. Et la fable de La Fontaine, c'est « restons nous-mêmes ». Ce qui fait nos qualités, ce sont nos défauts. Et je pense que ça aussi, ce n'est pas très loin de ce que, de la façon dont Magna écoutait les auteurs qu'elle publiait. Donc Le lion amoureux de Francis Poulenc, d'après une fable de La Fontaine.
de dire merci avec tant de talent. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet hommage.